on a abordé le métier de youtubeur. C'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, mais après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la pêche no-kill, de ses avantages, de comment a évolué la pêche aujourd'hui. Et puis l'idée après, c'est d'avoir vraiment un échange ouvert ensemble. On peut vous passer le micro si vous avez vraiment envie de participer. Vous pouvez vous approcher après, puis on peut échanger ensemble. Voilà, c'est vraiment à la cool. Exactement, mais Voilà. on est là, ouais, entre potes, quoi, carrément. On n'est pas là pour non plus être au-dessus de ce qui peut exister aujourd'hui. On est là simplement pour découvrir ce que vous faites, comment vous faites. La pêche en no-kill, bah, chez eux, c'est inné, quoi. Déjà, on peut peut-être parler de l'image de la pêche. Je trouve qu'elle a quand même bien évolué. Et ça, c'est par le fait qu'on relâche le poisson. Ce geste de relâcher le poisson, je pense que ça a changé beaucoup de choses. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont intervenus là-dedans. Et la pêche no-kill a, je pense, beaucoup d'avantages. On peut déjà en énumérer quelques-uns. Je pense que ça sensibilise du coup déjà aux poissons et au milieu aquatique. Ça permet aussi de laisser du poisson aux autres pratiquants. Ça permet aussi du coup d'avoir une continuité, on va dire, écologique sur le milieu. Si on prend par exemple une rivière, souvent elle va être segmentée, on appelle ça des biefs, c'est-à-dire qu'il y a deux écluses qui vont couper une section de rivière, ce qui fait que la rivière se retrouve en fait comme un milieu fermé. Et si on vient surprélever ces zones-là, tout ce qui va être poisson géniteur, en fait ça va très vite. On se retrouve très vite avec un bief vide. Et le fait de pratiquer la pêche no-kill et de relâcher les poissons, ça permet d'assurer une continuité aussi pour l'espèce. Et ça, je trouve que c'est très important. Complètement, je suis. En mer aussi. Tu as peut-être d'autres aspects à parler sur la pêche no-kill? Faut savoir dans les vidéos, on montre qu'on fait principalement du no-kill. Après, je pense qu'il ne faut pas faut pas rentrer non plus dans une extrême avec le no-kill. Parce que la pêche à la base, c'est fait pour se nourrir. Et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la démarche où on fait que de relâcher les poissons, parce qu'il ne faut jamais oublier quand même qu'on joue avec les poissons. Et moi, à chaque fois, j'y pense, quoi. La pêche no-kill, c'est pas la pêche qui existait à la base, quoi. Donc faut quand même s'en rappeler. Donc faut pas avoir peur non plus de prélever un poisson. Des fois on prend un poisson, on pêche en no-kill, mais le poisson va pas bien, avant de le relâcher il fait chaud. Et moi je préfère le prélever et le manger plutôt que de le relâcher et qu'il meure sans mettre plus loin. Donc faut pas rentrer non plus dans une démarche d'extrémiste no-kill. Donc c'est important de le préciser parce que on joue avec les poissons et il y a des études qui sont faites, j'ai pas les chiffres, mais quand on sort un poisson en no-kill, il y a quand même un certain pourcentage qui est assez élevé de chances de mourir. Je vais rebondir, comme c'est un débat, et puis on suit. En mer, par exemple, on pêche des lieux dans des grandes profondeurs. Ouais. Donc là, bon, si on veut prélever, on prélève de lieux, puis on revient, effectivement, parce que si on prélève en permanence, ils sont tous morts, arrivés au bout de 30 mètres en haut, ils n'ont plus le même regard que quand ils étaient au fond. Et là, du coup, effectivement, c'est pas logique de dire on fait que du no-kill. Il y a des choses très précises. Et d'autres, par exemple, sur des sites dédiés à la pêche où il y a plusieurs plans d'eau. C'est un autre exemple que je vais donner parce que j'ai assisté à ce genre de choses. Plusieurs plans d'eau et il y avait un plan d'eau Black Bass. Et pour cacher aux gens qui venaient pêcher ce qui se passait, chaque matin, il y a quelqu'un qui était dédié avec une petite voiture électrique, une benne, à ramasser quelques basses qui avaient des trous comme ça, tout maigres, parce qu'ils ne voulaient plus manger, parce qu'ils étaient trop surpêchés, quoi. Donc il faut faire, il y a des limites à tout, quoi. On nourrit les poissons, on fait stop, on ferme le plan d'eau un bon moment, on les laisse se reposer, on reprend. Mais si on pêche un plan d'eau dédié à une seule et pêche unique, on a tendance à créer un déséquilibre aussi d'un autre côté, sans spécialement manger les poissons, simplement les laisser reposer, quoi, je veux dire. Le no-kill, ça passe pas juste dans un simple geste de pêcher, relâcher, ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes manipulations à adopter, ça passe par la connaissance, donc bien sûr de l'environnement, par la connaissance du poisson. Suivant le poisson qu'on va prendre, on va le manipuler de différentes façons. Suivant s'il fait chaud, s'il y a du vent, s'il fait froid, il y a aussi d'autres choses à adopter. Je peux prendre un exemple. Bon, déjà, le poisson, lui, ça reste quand même un animal résistant, mais il y a des choses à prendre en compte. Il a sur lui ce qu'on appelle un mucus protecteur qui va le protéger notamment des bactéries. Si on vient manipuler un poisson, du coup, à sec, quand je dis à sec, ça peut être l'épuisette qui n'a pas été mouillée avant, ça peut être aussi nos mains quand on va le présenter pour prendre une photo.
et bah sans se rendre compte, on peut lui enlever du mucus et en le relâchant, et bah du coup, tout de suite, il peut choper une infection ou des maladies s'il se fait blesser. Donc bien se mouiller les mains, c'est très important. Le poisson est un animal, il ne faut pas l'oublier, qui vit dans l'eau. Il ne subit pas la gravité comme nous dans l'eau. Donc c'est-à-dire que quand on va le sortir de l'eau, tout de suite, il peut y avoir un affaissement d'organes. Évitez de tenir un gros poisson à la verticale, parce qu'il peut y avoir vraiment une descente d'organes. Il ne faut pas oublier que certains poissons ont aussi des organes qui sont fragiles, je pense à la truite. La truite, on dit souvent que le cœur est fragile, il faut éviter de trop appuyer sur le cœur. Bon après, ça je m'y connais pas non plus de trop. Il ne faut pas le laisser trop longtemps hors de l'eau. S'il fait chaud, bah, du coup ça peut faire un choc thermique, le poisson peut ne pas repartir. S'il y a trop de vent, au même titre que les mains qui sont sèches, et bah, ça va assécher tout de suite le poisson, ça va être très mauvais. Donc moi ce que je vous conseille c'est, vous laissez votre poisson dans une épuisette flottante, maille en caoutchouc de préférence, pour ne pas abîmer le poisson. Ça passe aussi par la décroche du leurre. Pensez à avoir l'équipement. Si votre poisson a engamé votre leurre, c'est quand même bien d'être équipé d'une pince longue. Et ça vous fera gagner un temps fou pour vous, mais surtout pour le poisson. Donc c'est important d'avoir le matériel adapté. Si vous mesurez votre poisson et que vous pêchez du bord, ça peut être aussi intéressant d'avoir une toise. Une toise, vous allez pouvoir bien caler le poisson et il faudra la mouiller avant. Donc le no-kill, c'est pas juste un simple le fait de pêcher relâcher, il y a vraiment une démarche derrière où l'idée c'est voilà, on a conscience, c'est un peu clivant. On est dans une approche où on va pêcher le poisson pour le relâcher. C'est pas très naturel, mais on est dans notre passion et on n'oublie pas le poisson, il faut le respecter. Si on est vraiment dans une démarche de le relâcher, il faut prendre soin du poisson pour qu'il reparte dans les meilleures conditions. Ça c'est important. Comme a dit Tristan, ça peut arriver, choc thermique, le poisson est choqué. S'il fait la taille, il faut le prélever. On ne gaspille pas la ressource. On prélève le poisson, on est content de le ramener, on le mange. Il ne faut pas être dans un extrême. Mais par contre, il y a aussi l'autre extrême. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont abuser, ils vont prélever des poissons qui ne se sont pas reproduits une seule fois. Il faut faire attention à la réglementation. Le no-kill, c'est aussi la réglementation. Donc, c'est important d'être averti, de se renseigner. Il ne faut pas arriver sur un spot et dire « Oh, je découvre, etc. » Il faut être dans une démarche où on essaie quand même de se renseigner, même si des fois c'est difficile d'avoir l'information, je vous accorde. Pour exercer le métier de guide de pêche depuis plus de 20 ans, en Irlande, en France, etc., le no-kill a apporté une autre façon de voir la chose, effectivement. Bon, je ne suis pas intégriste du no-kill, hein, et je mange aussi du poisson. Quand je ne suis pas sûr de la façon dont il a été décroché, de la façon dont il a été manipulé, je préfère garder le poisson, le consommer, plutôt que d'aller le balancer à l'eau et le retrouver un peu plus loin. Sachez que les concours de pêche qui ont été organisés il y a une vingtaine d'années, en eau douce comme en mer, ça a été plus ou moins compliqué parce qu'il y avait des points comptabilisés. Poisson mort ou poisson abîmé, on ne relâche pas. Et là, le problème s'est posé quelquefois pour gagner un lot un peu plus intéressant. On relâchait le poisson, mais on savait qu'il était pas spécialement en bon état, mais il était comptabilisé. Donc là, même dans les concours, quelquefois au tout début, c'était compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus géré. On met des viviers très aérés, on fait gaffe effectivement dans les concours de pêche aujourd'hui. Après, il y a des concours de pêche où les poissons peuvent être gardés s'ils sont vraiment là du coup fatigués et on les garde et on les consomme bien entendu. Mais le no-kill, effectivement, comme tu as dit, quand on a l'esprit no-kill, il y a des règles à respecter. On ne peut pas relâcher un poisson n'importe comment. Tu as tout expliqué juste comme il fallait. Mais comme a dit Tristan, ne soyons pas intégristes non plus. Il faut aussi penser que ce sont des poissons qui peuvent être consommés. La base, c'était consommer. Et on va en Chine, ils pêchent pour manger. Hein. Il faut respecter. Il faut respecter. Voilà, on respecte chaque esprit pêche. En revanche, quand on n'est pas sûr de ce que l'on fait en pêche et qu'on dit oh, je vais le remettre quand même, et puis qu'on sait que c'est foutu, on le garde. Ça c'est hyper important de répéter ce genre de choses parce que faut pas aller dans l'extrême non plus, mais moi je préfère garder un poisson que de le voir crever 2 jours derrière. Après, forcément, dans notre parcours de pêcheur, il faut bien qu'on commence quelque part. On va forcément faire des erreurs. Ah oui. On va forcément prendre nos premiers poissons, les mettre dans l'herbe. Et souvent sur les réseaux sociaux, on le voit faire. Et il ne faut pas détruire ces personnes-là. Il faut, au contraire, leur expliquer, être pédagogue, parce qu'on est passé par là aussi. Et je pense que c'est crève-cœur. On a envie de bien faire les choses et on voit notre poisson ne pas repartir. Et je pense que pour un petit jeune qui démarre la pêche, ça peut être difficile. Donc c'est important
d'être aussi pédagogue, il faut partager ça. Et j'ai oublié de parler d'un truc sur la manipulation du poisson. Des fois, le poisson a du mal à repartir et on peut adopter aussi des manipulations pour réoxygéner le poisson. On peut faire des va-et-vient pour faire circuler l'eau dans les bronchies, par exemple du brochet. Ou on peut laisser respirer un petit peu les perches dans une épuisette flottante. Donc ça marche aussi. Et puis, on est beaucoup de passionnés. On est 1 600 000, je crois, inscrits à la carte de pêche. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Mais malgré tout, la plupart des gens ne savent pas qu'on est si nombreux. Et on est même attaqué aujourd'hui, c'est-à-dire que la pêche est attaquée par, on va dire, les écolos extrémistes, si je peux me permettre de dire ça. C'est une poignée de personnes, mais qui ont du pouvoir. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de défendre la pêche. La FNTF, c'est la fédération de la pêche en France. C'est une association de protection des milieux, c'est-à-dire que l'argent quand même qui est généré par la carte de pêche est là pour entretenir les milieux. Donc c'est une association écologique. Les écolos s'attaquent à une association qui entretient l'environnement, donc ça n'a pas de sens. Et à nous, dans notre pratique, justement, d'amener aussi de la pédagogie, de bien faire les choses pour pas qu'on se fasse attaquer. Ça, je pense que c'est important. Alors, ces paroles ont une importance non négligeable. Pourquoi ? Parce que vous êtes archi suivi. Je relativise tout. Vous êtes archi suivi et quand vous dites quelque chose, souvent c'est pris au pied de la lettre et c'est pour ça que c'est hyper important de modérer son vocabulaire, d'être prudent sur ce que l'on dit, puisque vous, quand je dis t'as combien d'abonnés, Constantin 250 000. 250 000 personnes le suivent au quotidien, donc c'est pas un hasard. Hein. Quand il parle, on dit 1,5 million de cartes de pêche, mais on ne parle pas des pêcheurs en mer qui n'ont pas de carte, hein, c'est beaucoup plus. Donc là on parle que de l'eau douce, 1,5 million de cartes de pêche c'est l'UNPF, et puis en mer après c'est recensé, mais on va dire le double peut-être en tout. C'est bien de rappeler qu'on est la 2e plus grosse fédération après le foot. Voilà, c'est une fédération sportive, c'est inscrit au ministère des Sports depuis 1998, juillet 98. La pêche était une discipline sportive lors des JO 1800 sur le lancer casting mouche, donc ça a toujours existé, ça a été enlevé après, mais c'est une discipline sportive qui est ancrée. Oui, c'est basé chez nous, c'est basé. Ouais. Aujourd'hui, vous rentrez dans un système effectivement qui a été modelé, travaillé, etc. C'est vous et votre parole est hyper importante près d'une génération qui arrive. Cette génération vous suit, c'est énorme. Hein, quand je dis 250 000, tu dis 250 000, mais ça monte de jour en jour. Et vous êtes des porteurs. C'est que ça. Hein. Parce que là, tu parles des abonnés. Oui, des abonnés, je parle. La moyenne de vues est bien plus importante. Ah oui, en vue, oui. Je parle d'abonnés au quotidien, si tu veux. Ouais, non. Les ça fait 1,5 million de personnes mensuelles qui regardent les vidéos. Autant que de cartes de pêche, quoi. Ouais, mais ça, alors c'est pas des personnes différentes. Il y en a qui reviennent, mais ça permet. Il n'y a pas que des pêcheurs. Il n'y a pas que des pêcheurs aussi. Il y a aussi des gens qui se mettent à la pêche. Oui, des gens qui découvrent la pêche. Qui découvrent la pêche. Et ceux qui découvrent. Oui. Et du coup, ceux qui découvrent la pêche arrivent avec une image positive. Et ça, c'est important. C'est hyper important. Et sachez que moi, j'ai eu mon rôle il y a une vingtaine d'années, d'avoir chaque année, même encore, j'ai entre 600 et 800 petits bouts qui viennent pêcher avec moi, à gratter les goujons, les pieds dans l'eau pour découvrir la pêche. Et derrière ça, eux, on prenne le relais en disant attention, maintenant on va vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire sur le réseau hydrographique national, voire extérieur à la nation, mais vous êtes vus et revus et suivis. Donc votre image est hyper importante, la propreté de ce que vous faites c'est hyper important aussi parce que c'est une image propre, dynamique, fraîche que vous ramenez. Et donc comme vous êtes suivis, faut pas faire n'importe quoi. Mais le no-kill, c'est ce qui permet aujourd'hui. Alors, on m'a dit, je sais plus, ce matin, le no-kill. Oh, ouais, mais tu rigoles, nous dans le temps. Alors dans le temps, ok. Dans le temps, on avait énormément de poissons. On avait aussi plus de pêcheurs aussi, beaucoup plus de pêcheurs, et ils prélevaient quasi la totalité. Il y avait toujours autant de poissons. Mais est-ce que le milieu était aussi propre qu'il est aujourd'hui? Il était peut-être mieux. Je pense que c'est sûr qu'il y a eu une dégradation des milieux, que ce soit par les infrastructures humaines, le recalibrage des rivières, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus une rivière fonctionnelle. Une rivière fonctionnelle, c'est une rivière qui a son cours naturel, qui va sinuer. Elle va vraiment avoir cette forme en S, c'est-à-dire qu'il va y avoir des zones de courant, de contre-courant, des zones calmes où les sédiments vont venir se poser. Ces zones de sédiments vont être des supports d'herbiers et de frais pour les poissons, vont être également des zones de dépollution de la rivière, c'est-à-dire que tous les métaux lourds, etc. vont venir se déposer là et être filtrés par les herbiers notamment. Sauf qu'aujourd'hui, notamment pour la navigation, on est venu canaliser les rivières.
Donc on a des rivières qui vont tout droite, qui filent tout droite. L'eau descend à une vitesse pas possible. Elle est segmentée par des infrastructures humaines telles que des barrages et des écluses. La libre circulation des poissons ne se fait plus d'une manière aussi naturelle. Les sédiments se déposent derrière les barrages et on a un milieu qui est complètement déséquilibré. Et ça joue aussi. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas que la dégradation du milieu. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être des abus sur des secteurs. Alors, je pense. Peut-être, mais de mon côté, c'est une dégradation essentiellement du milieu, puisque j'ai vu disparaître des espèces, non seulement par la pêche, dans des milieux protégés, par simplement la pollution, le réseau routier construit, les canalisations, les remembrements, etc. Et progressivement, on a vu, moi je vois des poissons difformes aux stations d'épuration. Il faut savoir que là, du coup, la station d'épuration, c'est bien pour nous, mais le meilleur transport des déchets, c'est l'eau. Et lorsqu'on tire une station d'épuration, on est tous soignés correctement. On est super bien soignés. Les chimios, etc. Merci, c'est vrai que c'est top. Ça nous met d'aplomb et on en a besoin. Mais quand on tire la chasse d'eau, ça va tout sauver. Tout va en même temps. Alors, ouais, en fait, c'est un peu. Il y a un peu deux écoles à ce niveau-là. C'est vrai que du coup, nous, c'est essentiel le traitement des eaux usées pour nous. On a besoin d'eau potable. Mais tout ce qui va être micro-particules, des résidus de médicaments, et ben ça va aussi ça va se retrouver dans les rivières. C'est pas traité. Et ça, on peut pas le traiter. On n'est pas en capacité de le faire. Mais il y a des hormones, du coup, qui sont balancées dans l'eau. Ce qui fait que ça va carrément changer le sexe des poissons. Il y a eu des études qui ont été faites sur des chevennes. Ah oui, oui. Suite à ça, il y a des changements de sexe dans l'espèce. Ça va venir faire des transitions dans l'espèce. Et ça, c'est inquiétant. Mais d'un autre côté, on voit que derrière les stations d'épuration, il y a moins de poissons qu'à l'époque. Parce que le traitement est meilleur, ça ramène moins d'aliments, moins de sédiments. Donc en fait, il y a deux écoles, quoi. Il y a deux écoles. Alors, ils sont en recherche, je ne critique pas les stations d'épuration, ils sont en recherche permanente pour améliorer la situation. Mais en Angleterre, il y a une analyse qui a été faite, vraiment très performante sur la contraception, et c'est là où ça pêche le plus, c'est là où les poissons ont le plus de dommages. Le moyen contraceptif n'a pas moyen, on ne peut pas le traiter, et là du coup il y a un gage de non-fécondation chez le poisson, c'est énorme. Donc, je pense que c'est tout ce qui est résidus de pilules, oui, ce genre de choses. C'est ça. Ouais. Les moyens contraceptifs, c'est exactement ça. Et du coup, on s'en rend pas spécialement compte, mais ça a un impact énorme sur la vie aquatique. J'ai perdu mes mots, je voulais aborder un autre sujet. Ça va me revenir. C'est pas grave, mais bon, le milieu est impacté, certes. La façon dont vous procédez, c'est important aussi. Et en tant que youtubeur, étant donné qu'ils sont archi suivis, leur parole est hyper importante parce qu'elle génère énormément d'impact près du jeune public qui les suivent. Et c'est pratiquement 1,5 million, on disait tout à l'heure. Donc quand on dit quelque chose, vous avez un impact de... Ah, ça y est, il a retrouvé ses mots. Ouais, j'ai retrouvé mes mots. Là, c'est pour parler de l'aspect de la mer. C'est vrai que la mer, c'est un espace qui est plus large, plus ouvert. Et on le voit, il y a des zones qui sont protégées naturellement par des barrières rocheuses. Les chalutiers n'ont pas pu passer. Ces zones-là sont encore préservées, il y a du poisson. Mais on voit qu'il y a des zones qui ont été surexploitées et que la nature n'a pas le temps de reprendre le dessus. Mais il y a des exemples qui nous permettent d'avoir de l'espoir, nous dire que ça peut revenir très vite. On l'a vu avec le confinement, le nombre de poissons qui ont commencé à revenir, les dauphins qui se sont rapprochés de la côte. Dès qu'on laisse la nature tranquille, l'espace d'un instant, ça peut revenir très vite. Il y a une étude qui a été faite, je pourrais pas vous donner les chiffres précisément, mais ils sont passés d'une zone qui a été surexploitée, ils l'ont classée en réserve, donc interdiction de passage de pêche. Et en 5 ans de zone de réserve, ils ont retrouvé du coup la biomasse qu'il y avait il y a 25 ans. Donc ça montre que ça peut arriver très très vite si on laisse un milieu tranquille. Donc il y a encore de l'espoir, mais on voit aussi que la surpêche a un rôle. Je peux prendre par exemple, ça peut être des enjeux politiques, il y a des lobbying qui sont énormes derrière la pêche. Celui qui détient la mer et la pêche détient le monde. Et par exemple, si je prends l'exemple du Brexit, le Brexit a fait un gros changement sur les zones de pêche. Et aujourd'hui, je prends par exemple l'Avenne qui est la rivière Finistère Sud, où il y a le plus de remontées de saumon. C'est un poisson migrateur. À cause du Brexit, l'année dernière, j'ai eu les chiffres du président de la PPMA, un seul saumon est remonté. C'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un seul qui est passé entre les mailles des filets, des chalutiers. Et ça, par contre, c'est très inquiétant. Mais là-dessus, on ne peut pas avoir trop de pouvoir. C'est des lobbying qui sont énormes. C'est ceux qui détiennent le monde. Donc on peut quand même agir à notre petite échelle, mais à la grande échelle, ça me paraît compliqué. On essaye de faire ce que l'on peut
c'est sûr, mais de l'autre côté, il faut aussi que les instances fassent la même chose et qu'il y ait des parcs de protection. On rouspète parce qu'on protège, mais moi qui suis utilisateur de la Loire tout au long de l'année ou de la Vienne, sachez que grâce à ces interdictions ou dire attention, ben on a réussi à avoir effectivement, pour les oiseaux en l'occurrence, un retour vraiment très beau. La pêche c'est plus difficile, les poissons c'est un peu plus difficile, on ne peut pas quantifier tout puisqu'on a un milieu quand même qui est turbide, on ne voit pas, il y a des comptages de fait, mais c'est relatif. Au niveau du salmonidé, je te rejoins complètement. Les autres c'est plus difficile. Oui, bien sûr. Mais on vous suit de A à Z. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, c'est le moment. Sur même le job de youtubeur, etc. N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. On est là vraiment pour échanger. Sur le job de youtubeur, vous allez sur le Facebook du Salon des Pêches de Royan et vous allez tomber sur la vidéo que nous avons fait hier. Sur la conférence d'hier, tout à fait. Voilà, même sur la conférence d'hier. Et là, on parlait du métier de youtubeur, du matériel qu'ils avaient besoin, de tout ce qu'ils avaient mis en exergue. De toutes les coulisses. Oui. De toutes les coulisses, parce que c'est difficile d'un point de vue extérieur, derrière son écran, de se rendre compte de ce qu'il y a derrière au niveau de l'infrastructure, des enjeux. C'est une société que Constantin dirige, donc il a commencé simple youtubeur, aujourd'hui il a une entreprise. Tristan suit derrière, il a une micro également, il suit derrière, ils vivent de ce job. Donc je vous conseille de vous rapprocher d'eux pour en savoir un petit peu plus. Pour les parents qui ont peur parce que le fils veut être youtubeur ou la fille veut être youtubeuse un jour, eh ben, venez les voir, c'est le moment d'en discuter avec eux, d'échanger, parce que n'ayez pas peur, il n'y a aucun danger, mais seulement bon, il y a des recommandations à suivre et puis il n'en existe pas des milliers non plus qui en vivent comme eux en vivent. Ce sont des gens qui en vivent très très bien, mais ce sont des exceptions. C'est très difficile d'en vivre. Bon, après, on va pas relancer la conférence là-dessus. Mais si vous voulez vous rapprocher, nous poser des questions, échanger, c'est un véritable plaisir. Voilà, on va le faire en off. On va vous remercier. Là, on va couper la vidéo. Oui. Et puis on dit à tous les gens qui suivent, écoutez, venez les rencontrer. Vous allez gagner du temps et puis vous allez parler en off. Merci Constantin. Merci. Et puis on est au frais. Barre d'écume, oui, au frais.